Bienvenue dans cette partie. Je vais vous présenter le principe de fonctionnement d'une pile. Mais avant de réaliser cette pile, on va déterminer le sens d'évolution spontanée d'une réaction d'oxydoréduction. Alors pour cela, on dispose d'une solution de sulfate de zinc en laquelle on peut donner la formule Zn de plus AQ plus SO4 de moins, c'est une solution aqueuse. Alors dans cette solution, on a plongé une lame de cuivre métallique. Alors dans l'autre bécher, on dispose d'une solution de sulfate de cuivre, Cu de plus SO4 de moins. Alors toujours, ce sont des solutions aqueuses. Alors dans cette solution, on a plongé une lame de zinc. Alors, on a plongé une lame de cuivre dans la solution contenant les ions Zn2+, et on a plongé les atomes de zinc, le métal de zinc, dans une solution contenant les ions Cu2+. Ce qu'on cherche maintenant, est-ce que la réaction va se produire entre Cu et Zn2+, ou bien entre Zn et Cu de plus. Bien sûr, après un certain temps de fonctionnement, qu'est-ce qu'on observe? Alors, lorsqu'on retire la lame de cuivre, on constate que sa surface n'a pas changé. Aucune transformation n'est produite dans ce mélange-là. On peut dire que la réaction entre Cu solide et les ions Zn2+, ne peut pas se produire, bien sûr spontanément. Alors cette transformation n'est pas prévisible spontanément. Mais lorsqu'on retire la lame de zinc d'une solution contenant les ions cuivre 2, on constate que cette lame est recouverte par, bien sûr, dans sa surface qui est en contact avec la solution, avec un dépôt rouge. Bien sûr, c'est le dépôt du cuivre métallique. Alors, autrement dit, on peut interpréter cette observation par le fait que les atomes Cu solides ont été obtenus à partir des ions Cu2+, qui se trouvent dans cette solution. Alors, pour qu'un ion Cu2+ se transforme en un atome Cu, donc il faut qu'il capte 2 électrons. Alors, d'où proviennent ces 2 électrons? Évidemment, de l'autre espèce qui réagit avec, ce sont les atomes de zinc constituant cette lame de zinc. Alors, on peut interpréter cette transformation par le fait que les atomes de zinc vont se transformer en ions zinc pour qu'on peut avoir, bien sûr, les 2 électrons qui seront captés par les ions cuivre. Alors, dans cette transformation qui se produit, bien sûr, dans le deuxième bécher, il se produit une réaction entre Cu2+ et Zn pour obtenir Cu plus Zn2+. Alors, la réaction peut se produire dans ce sens, mais dans le sens contraire, on a vu que cette transformation ne peut pas se produire. On dit que cette transformation se produit spontanément dans ce sens, bien sûr, entre les ions Cu2+ et les ions zinc. Maintenant, cette transformation qui est spontanée, on va l'exploiter pour réaliser un transfert d'électrons d'une autre façon. Alors ici, on a un transfert direct. Pourquoi? Parce que les ions Cu2+ ne peuvent échanger des électrons avec les atomes de zinc que s'ils sont en contact. On dit qu'il s'agit d'un transfert d'électrons direct. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on peut réaliser ce transfert d'électrons, mais d'une façon indirecte? Alors, ce qu'on peut voir à partir de cette expérience, alors ici, qu'est-ce qu'on a mis? On a séparé les 2 couples. La lame de zinc solide est plongée dans la solution contenant les ions zinc, c'est-à-dire qu'on a ici à droite, on a le couple Zn2+, Zn, et à gauche, on a une lame de cuivre plongée dans une solution contenant
les ions cuivre. Alors ici, on a un autre couple, c'est Cu2+, Cu. Alors d'après cette illustration, on peut dire qu'on a séparé les deux couples. Alors, et on va chercher est-ce qu'un transfert d'électrons peut se produire entre ce couple-là et ce couple-là. Alors d'après la mesure de la différence de potentiel, bien sûr, qui va nous permettre de deviner un transfert d'électrons, il faut qu'il y aurait une différence de potentiel entre les deux lames de cuivre et de zinc pour que les électrons puissent se déplacer d'une lame à une autre. Mais lorsqu'on mesure cette différence de potentiel, pas à l'aide d'un voltmètre. Ici, on a un voltmètre. Ça, c'est la borne V et la borne commune. On mesure une différence de potentiel qui est nulle. Alors, je peux schématiser le voltmètre de cette façon. On a relié le voltmètre de cette manière-là. La borne commune avec la lame de zinc et la borne V à la lame de cuivre, ou bien je peux mettre plus et moins. Alors, ce qu'on mesure à l'aide de ce voltmètre, c'est la tension toujours fléchée du COM vers V. Alors, c'est la tension entre la lame de cuivre et la lame de zinc. Cette tension est nulle. On peut dire que aucun transfert ne peut se produire entre les deux lames. On ne peut pas avoir un transfert d'électrons entre ces deux lames. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est que lorsqu'on ajoute un papier filtre imbibé d'une solution ionique, alors c'est un papier riche en ions. Voilà, c'est un papier riche en ions. Qu'est-ce qu'on observe? On observe sur l'écran du voltmètre une tension. Cette fois-ci, une tension qui n'est pas nulle. Alors, toujours, la borne V, elle est là. La borne commune, elle est là. Alors, dans ce cas, la tension mesurée n'est pas nulle. Elle est à peu près légèrement supérieure à 1 volt. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la lame de cuivre, c'est la borne positive. La lame de zinc, c'est la borne négative. Autrement dit, les électrons, bien sûr le courant électrique, si on relie ces deux lames, le courant électrique peut passer à travers ce fil parce qu'il y a une certaine différence de potentiel. C'est ce qu'on va voir à l'aide de ce multimètre-là lorsqu'on change le branchement. Alors ici, on a branché la borne commune et la borne A de l'ampèremètre et on a choisi bien sûr le calibre ici. Alors vous voyez, c'est différent de ce qu'on a vu déjà. Alors ici le calibre, bien le bouton de sélection était sur le côté de fonctionnement comme voltmètre, mais dans cette partie-là, on a ici le calibre est orienté vers, bien sûr le bouton de sélection est orienté vers les ampèremètres, les valeurs de l'intensité. Alors autrement dit, on a changé le fonctionnement de ce multimètre-là comme étant un ampèremètre. Alors ici, on n'a plus un voltmètre, mais c'est un ampèremètre. Alors toujours la borne commune est liée à la lame de zinc, mais la borne A ici, ou bien un milli-A, ça dépend de est-ce qu'on a choisi les milliampères ou bien les valeurs de l'ampère. Alors ici, ce n'est plus un voltmètre, mais c'est un ampèremètre. Mais cet ampèremètre indique qu'il y a passage de courant électrique. Alors cette indication est une indication, on n'a pas de signe moins ici, ça veut dire qu'il s'agit d'une valeur positive. Lorsque l'ampèremètre indique une valeur positive, alors le courant électrique va entrer par la borne A ou bien la borne milli-A et va sortir par la borne commune. Autrement dit, ici, c'est évidemment la borne positive. Ici, c'est la borne négative. Alors, les électrons, ça c'est le sens du courant électrique. Les électrons circulent, bien sûr, dans le sens contraire du courant électrique. Et par suite, ces électrons-là
ce sont les électrons produits par la réaction qui se produit au voisinage de cette lame. Ce sont les atomes de zinc qui seront transformés en ion zinc, plus, bien sûr, un excès, une perte d'électrons. Alors, ces électrons qui vont, bien sûr, qui seront véhiculés vers l'autre lame. Et par suite, ici, au voisinage de cette lame, qu'est-ce qu'on peut prévoir? On peut prévoir une réduction. Alors, les électrons venant de la borne négative, venant de la lame de zinc grâce à cette réaction, seront captés au niveau de cette lame de cuivre, c'est-à-dire que les ions qui se trouvent en solution dans cette solution vont capter ces électrons pour se transformer en atomes de cuivre. Alors ici, on peut prévoir un dépôt de cuivre sur cette lame, et ici, on aura bien sûr une oxydation de zinc, et par suite, la masse de cette lame va diminuer et la masse de cette lame va augmenter au cours du temps. Et par suite, la réaction entre Ce2+ et Zn se produit d'une façon, bien sûr, ou bien avec un transfert d'électrons, parce qu'on n'a pas un contact entre les atomes de zinc et on n'a pas un contact direct entre les atomes de zinc, entre la lame de zinc et les ions cuivre qui se trouvent à droite. Donc il s'agit d'un transfert indirect. Et de cette manière-là, fonctionnent les piles. Alors on peut considérer cette partie-là, la partie inférieure, en éliminant l'ampèremètre. L'ampèremètre est considéré un circuit extérieur. Alors ce cadre-là encadre ce qu'on appelle une pile. Alors une pile est constituée de quoi? Elle est constituée tout simplement de deux demi-piles. Alors chaque demi-pile est constituée d'un couple. Alors la demi-pile de droite est constituée du couple Zn2 plus Zn. La demi-pile de gauche est constituée du couple Ce2 plus Cu. Alors on peut réaliser tous les piles et les accumulateurs fonctionnent de cette manière, sont constitués de deux demi-piles, bien sûr séparés par ce qu'on appelle ici un pont salin. C'est le pont contenant un sel, c'est-à-dire une solution ionique. Généralement, on utilise une solution gélifiée. Alors ici, la réaction se produit bien sûr dans ce sens qu'on a vu dans la première partie, on a discuté ça. Alors ici, on a, d'après cette expérience, on a montré que la réaction ne peut pas se produire dans ce sens. La réaction ne peut pas se produire entre les atomes de cuivre et les ions zinc, mais la réaction peut se produire entre les ions Ce2+ et les ions zinc. Ce que je peux ajouter comme détail sur cette pile, c'est que on peut pour une pile représenter son schéma de cette manière en utilisant le schéma très simple. On représente un bécher dans lequel on plonge une lame et un autre bécher dans lequel on plonge une autre lame. Généralement, toujours, on utilise un métal et un ion de ce métal. Ici, un métal et un ion de ce métal. Et alors, dans ce cas de cette pile appelée pile Daniel, on a utilisé une lame de cuivre dans une solution contenant les ions cuivre. Alors ici, on a utilisé une lame de zinc plongée dans une solution contenant les ions zinc, et les deux béchers sont reliés par ce qu'on appelle un pont salin. Alors, ce schéma-là représente le schéma de la pile. Mais on peut donner un autre schéma pour la pile, c'est ce qu'on appelle le schéma conventionnel. Alors, comment donner le schéma conventionnel? Qu'est-ce qu'on fait? On commence par un signe moins, c'est la borne négative de cette pile. Alors, dans ce cas, c'est la lame de zinc. Et on parcourt cette pile de la lame de zinc qui est
la borne négative en traversant le pont salin vers la borne positive qui est la lame de cuivre. Par suite, on commence toujours par le moins et on termine par plus pour donner ce qu'on appelle le schéma conventionnel. Alors on commence par le moins et on décrit tous les éléments constituant cette pile en commençant par la borne négative, c'est la lame de zinc. Alors qu'est-ce qu'on trouve après? On passe à travers une solution. Que contient cette solution? Elle contient les ions Z1 de plus. Alors après avoir passé à travers cette solution, on rencontre un pont salin. Le pont salin est représenté par deux traits parallèles. Alors après avoir passé par le pont salin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les ions Ce2 de plus. Alors on écrit Ce2 de plus. Et après avoir traversé cette solution contenant les ions Ce2 de plus, on retrouve la lame de cuivre. Et on termine par un plus. Et de cette façon, se représente une pile, bien sûr, selon une représentation conventionnelle ou bien une écriture conventionnelle. Alors la pile, on peut la représenter en résumé par un schéma, tout simplement, deux bêchers et un pont salin, ou bien avec un schéma conventionnel ou bien une écriture conventionnelle. Alors, je vous retrouve dans une deuxième partie où je vais étudier, bien sûr, le fonctionnement quantitatif de la pile. Merci d'avoir suivi cette partie.